Dans moins de 2 semaines, le monde sera une nouvelle fois au chevet du climat. Les Émirats arabes unis accueillent du 30 novembre au 12 décembre la COP28. L'occasion pour nous de s'intéresser aux phénomènes météo qui parcourent et déstabilisent notre planète avec la sortie de cet ouvrage, Le Grand Atlas du climat, publié aux éditions Glénat en collaboration avec Le Monde. Olivier Noyas est l'un de ses auteurs. Bienvenue sur le plateau du 64. Merci, bonsoir. Alors Olivier Noyas, vous avez travaillé pendant 40 ans comme journaliste à l'hebdomadaire La Vie. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'écologie. Quelle était l'ambition de cet atlas ? Justement, c'est la connaissance de phénomènes de plus en plus complexes, qui sont à la fois complexes, fascinants, et aussi qui comportent une part d'inquiétude. Donc c'est un peu tout ça qui est mêlé, et c'est vrai que cet atlas, avec beaucoup de contributeurs, dont je ne suis qu'un des contributeurs, beaucoup de météorologues, de climatologues, il ambitionne, avec plus de 500 illustrations, des cartes, des photos, et bien de rendre accessible quelque chose qui va déterminer de plus en plus toutes nos vies quotidiennes, et notre futur. Donc je pense que voilà, c'est un objectif pédagogique de vulgarisation, de connaissances scientifiques. Et effectivement, c'est peut-être aussi la richesse de ces cartes, de ces infographies qui le distingue peut-être d'un simple ouvrage de sciences et vie de la Terre. Oui, c'est ce qu'on appelle un beau livre, donc il faut prendre son temps. C'est vrai que son format, il faut avoir de la place pour le feuilleter, et je crois qu'il y a à la fois aussi une beauté, parce que c'est vrai qu'on prend conscience un peu comme quand le Spationaus de Thomas Pesquet est un peu au-dessus de nous, il voit quelque chose qui est d'abord beau, mais qui est aussi fragile. Et c'est ça qu'on a essayé de traduire à notre façon par l'intermédiaire d'un beau livre. Alors justement, au sujet de cette fragilité, c'est vrai qu'on parle beaucoup, et nous notamment sur TV5 Monde, dans nos journaux, de ces événements météo et climatiques extrêmes. On en parlait dans la première partie du 64, ces inondations, par exemple en ce moment en Somalie, en Éthiopie, au Kenya. Ces phénomènes météo extrêmes, ils ont toujours existé ou c'est quelque chose qui est quand même récent ? Alors, ils ont toujours existé. C'est justement la grande différence entre la météo et le climat. Avant, si vous voulez, c'était deux phénomènes très séparés. Il y avait la météo qui concernait le très court terme et le climat et le long terme. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une influence du climat sur des phénomènes météorologiques. Et l'exemple que vous prenez est très bon, puisqu'il y a toujours eu des phénomènes extrêmes. Mais on peut de moins en moins parler de catastrophes naturelles. Il y a toujours une part de fonctionnement, je dirais, depuis que la Terre est Terre, de ces phénomènes météo. Mais le changement climatique a une influence surtout sur ces phénomènes, notamment au niveau de leur intensité et de leur fréquence. Et c'est aussi ce qu'on vient de vivre aussi à une autre échelle en France, dans le Nord-Pas-de-Calais. Dans le Nord-Pas-de-Calais, effectivement, où les habitants subissent des inondations considérables. Mais ces phénomènes, est-ce qu'ils s'accentuent vraiment avec le temps, ou c'est simplement que nous, on est, avec les réseaux sociaux, avec Internet, plus informés de ce qui se passe de façon immédiate à l'autre bout de la planète ? Non, on peut affirmer effectivement que la fréquence devient de plus en plus élevée. D'ailleurs, souvent, vous le dites vous-même dans vos journaux d'information, le record de température est battu, le record de pluviométrie est battu. Donc, chaque année, on dit que c'est exceptionnel, mais c'est l'exceptionnel qui devient la norme. Donc là, il n'y a plus d'hésitation à avoir, et notamment c'est ce que nous disent les climatologues du GIEC, qui sont par ailleurs prudents, qui ne font pas un lien automatique à tout événement météorologique entre la météo et le changement climatique, mais il y a une interprétation, et c'est ce qu'on essaye de montrer dans cet ouvrage pédagogique. Alors des événements climatiques extrêmes, il en existe de différents types. Il y a les tempêtes, les inondations, les sécheresses, on peut citer les glissements de terrain, les incendies, les vagues de chaleur. Quels sont aujourd'hui les plus fréquents ? À l'échelle de la planète, ou à l'échelle planétaire. À l'échelle de la planète, les phénomènes, c'est vrai qu'ils sont peut-être les plus spectaculaires, mais les phénomènes de sécheresse, et notamment ce qu'on appelle les méga-feux, c'est-à-dire qu'on ne parle pas seulement d'incendie, on parle de méga-feux, et le vocabulaire est parlant. C'est-à-dire qu'on est sous des feux qui sont sous contrôle. Regardez ce qui s'est passé en Australie, au Canada, aux États-Unis, et même sur le territoire français. L'année dernière, en 2022, en Gironde, il y a eu ce qu'on appelle des méga-feux. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est très visuel et c'est très impressionnant. Donc il y a effectivement aujourd'hui un envahissement dans nos vies quotidiennes. C'est-à-dire que ça se passe là-bas et ici. C'est plus seulement un phénomène éloigné qu'on regarderait comme ça confortablement installé dans son fauteuil. Non, ça concerne aussi notre propre quotidien en Europe et en France. Et où qu'on soit effectivement sur la planète. Alors il y a ces chiffres aussi qui sont particulièrement impressionnants, qui sont donnés dans cet ouvrage et qui donnent, on peut le dire, le vertige. 10 299 événements extrêmes
entre 1980 et 2019, au niveau mondial, ça fait plus d'1 500 000 morts, 7 milliards de personnes touchées et des dommages économiques estimés à 3 500 milliards de dollars. Est-ce qu'on a les outils aujourd'hui, en tant qu'être humain, pour prévenir ces phénomènes? Parce qu'on a quand même le sentiment que même si la météo, les météorologues à chaque fois nous disent il va y avoir une tempête, il va y avoir telle vague de chaleur, que l'homme, finalement, l'être humain se laisse toujours un peu surprendre par ces événements climatiques extrêmes, avec de nombreux sinistrés, de nombreux dégâts matériels, etc. Alors, ce qui a beaucoup changé, c'est quand même la prévision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les prévisions météo sont quand même de plus en plus affinées et souvent, les tempêtes sont annoncées, les trajectoires et l'intensité. Donc ça permet, alors ça marche plus ou moins bien. On a vu des cas où ça n'a pas marché. On peut prendre l'exemple d'Acapulco, ce qui s'est passé, une ville côtière qui a été complètement ravagée, à une autre échelle qui était quand même moins violente, mais ce qui s'est passé dans le Nord-Pas-de-Calais, malgré tous les dégâts et l'extrême malheur qui frappe aujourd'hui les populations, il y a quand même eu un bon système d'alerte qui fait que les gens sont restés chez eux et qu'il y a eu notamment peu de vies humaines qui ont été emportées. Et donc on voit quand même que la prévision météorologique s'est affinée et nous permet justement, parce qu'il y a deux verbes qui sont très importants dans la lutte contre le changement climatique. Il y a atténuer, ça veut dire empêcher les émissions de gaz à effet de serre, et il y a aussi s'adapter. C'est un vocabulaire qui a été un peu négligé, et aujourd'hui on se rend compte qu'il faut remettre l'accent sur ce verbe. Alors la question de l'adaptabilité, elle est effectivement intéressante, mais j'imagine qu'on est quand même inégaux selon l'endroit où l'on se trouve sur la planète. Vous le disiez à l'instant, les systèmes de prévention météo se précisent, sont de plus en plus efficaces, mais par exemple, il y a des populations dans certains villages, je pense par exemple aux Philippines, on peut les prévenir, ils n'ont pas d'autre endroit où aller. Comment est-ce que ces populations peuvent échapper à ces événements climatiques extrêmes? Vous avez raison, le changement climatique, c'est d'abord et avant tout une question d'inégalité. C'est-à-dire que la barrière nord-sud est flagrante. Et encore plus si on réfléchit que le changement climatique est dû principalement aux émissions des pays occidentaux et frappe principalement les pays du Sud. C'est pour ça qu'un des aspects intéressants des COP, mais qui met très longtemps à se concrétiser, c'est justement la solidarité nord-sud, justement qu'en raison de cette dette, ce qu'on appelle une dette climatique, les pays du Nord alimentent un fonds vert qui permet aux pays du Sud d'engager une transition énergétique et aussi de s'adapter à tous les malheurs qui les frappent. Donc c'est vrai que c'est une question de solidarité mondiale et c'est aussi un des enjeux des COP. Aujourd'hui, il va y avoir la 28e COP, justement. Et vous en attendez quelque chose de cette COP ? C'est toujours pareil. Alors, je crois qu'on peut... En même temps, il n'y a pas tellement de lieux comme ça, surtout dans un contexte géopolitique aujourd'hui qui est très inquiétant, où on peut se parler. Donc déjà, je crois qu'il faut quand même aussi voir ce côté à la fois salutaire, mais c'est vrai qu'on en est à la 28e COP, donc il y a quand même une lenteur. Il y a des avancées, mais il y a aussi beaucoup de surplace. Donc, est-ce que la COP 28 sera une COP d'avancée ou est-ce que ce sera une COP de surplace? C'est tout l'enjeu de ce qui va se passer dans quelques jours. Et alors, autre chose que moi j'ai trouvé intéressante dans cet atlas, c'est que finalement, on se rend compte en le lisant que la Terre est profondément vivante. Quelle est la part de phénomènes naturels et la part de responsabilité de l'être humain dans le changement climatique? Est-ce que ça, on est capable aujourd'hui de l'évaluer? C'est ce que disent, en tout cas, la réponse, elle nous est donnée par les climatologues du GIEC qui disent qu'à 90-95%, c'est la responsabilité de l'homme. D'ailleurs, on dit qu'on est rentré, que la planète Terre est rentrée dans l'ère de l'Anthropocène. Ça veut dire que les phénomènes qu'on subit aujourd'hui sont dus non pas à des forces géologiques, mais à l'action de l'être humain. C'est ce qui souligne aussi notre responsabilité. C'est-à-dire que ce que nous avons mis en danger, nous pouvons, si nous faisons un effort collectif, nous pouvons aussi essayer de le freiner le plus vite possible. Donc ça remet aussi notre propre responsabilité par rapport à ce changement climatique. Mais cette notion d'effort collectif qui est souvent défendue et prônée, elle peut sembler aussi un petit peu utopiste. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle déjà individuelle pour tenter de ralentir le réchauffement de notre Je crois qu'il faut planète ? tenir les deux bouts, le global et le local. Au premier sommet de la Terre, on a dit, il y a une phrase qui est très juste qui a été prononcée, c'est qu'il faut penser globalement et agir localement. Donc on est dans un système Terre global, mais on peut aussi agir localement. C'est vrai que réfléchir à son propre mode de transport, c'est-à-dire renoncer à prendre l'avion quand il y a des alternatives, la question de la consommation de la viande, c'est-à-dire limiter sa consommation, son mode de vie, justement, engagé, et c'est un mot qui est aujourd'hui employé par le GIEC et qui me semble extrêmement important, qui est celui de sobriété. Justement, je crois que nous devons
aller vers une ère de sobriété. Je crois que le 21e siècle ne s'en sortira que s'il met clairement le cap sur la sobriété. Vous êtes optimiste pour l'avenir? Vous pensez que l'avenir sur notre Terre est encore vivable ou on a déjà atteint le point de non-retour? Alors, le titre du dernier rapport du GIEC, c'est préserver un avenir vivable. Ça veut dire que c'est encore possible, mais le compte à rebours est engagé. C'est-à-dire qu'il nous reste peu de temps. Mais je crois que les choses sont encore jouables. Et d'ailleurs, les climatologues disent que chaque dixième de degré comptera. Parce que c'est là où on franchira ou pas le seuil d'inhabilité de la Terre. Et donc, chaque action peut avoir une influence. Et alors, il y a un dernier chiffre que je voudrais évoquer avec vous. En 10 ans, entre 2008 et 2018, 230 millions de personnes ont été contraintes de se déplacer à travers le monde à cause des phénomènes météo. Selon vous, ce phénomène de déplacement, de migration climatique, il va s'accentuer à l'avenir? Et quel pays est-ce qu'il touchera surtout le plus? Notamment déjà les petites îles. Vous avez vu ce qui est arrivé à Tuvalu. Il y a eu une petite population de 11 000 habitants et l'Australie a décidé de les accueillir. Mais ce qui est possible pour 11 000 habitants, la Banque mondiale parle à l'horizon 2050 de plus de 200 millions de réfugiés climatiques. Donc vous voyez déjà les difficultés qu'il y a aujourd'hui par rapport aux migrations économiques, mais c'est difficile de faire où s'arrête la migration économique et où commence la migration climatique. Donc ça, c'est probablement lié aussi. Oui, et donc ça va être, c'est un des défis supplémentaires, c'est-à-dire que le changement climatique vient se surajouter aux crises actuelles. C'est pour ça qu'il est vraiment urgent de le prendre à bras-le-corps. Et donc il y a un lien aussi, vous dites dans cet ouvrage, entre la densité de population et les migrations, le réchauffement de la planète. Par exemple, la Chine et l'Inde sont particulièrement touchées. Est-ce que c'est lié justement à ces densités démographiques qu'on observe dans ces pays ? Oui, c'est vrai que ça surajoute un facteur, mais je crois que là, le changement climatique, il ne regarde pas, je veux dire, comme c'est des phénomènes vraiment qui échappent, même qui ont leur propre dynamique, il frappe aussi bien, on l'a dit tout à l'heure, la petite île de Tuvalu que la Chine, avec ses immenses, notamment, tempêtes de sable qui empêchent littéralement les gens de se réchauffer. Si vous voulez que vous soyez à Tuvalu impacté par la hausse du niveau de la mer ou en Chine par ces tempêtes de sable, c'est le même malheur qui vous frappe. Voilà, donc morale de l'histoire, on est tous égaux sur cette terre face au réchauffement climatique. Merci beaucoup Olivier Noyes. Le grand atlas du climat, les phénomènes météo et le changement climatique, ouvrage donc très riche à découvrir aux éditions Glénat en collaboration avec Le Monde. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.